Le 24 juin 1509, Henri VIII est couronné roi d'Angleterre. Son règne sera entaché de faits d'une rare violence qui affecteront à jamais le cours de l'histoire. Henri VIII va farouchement s'opposer à l'Église catholique, mener des guerres sanglantes et condamner à mort quiconque se dressera sur son chemin, y compris ses proches. Mais il va également laisser sa trace dans la pierre, à travers plusieurs réalisations architecturales des plus ambitieuses. Quelle construction, c'est immense. Impressionnant, j'en crois pas mes yeux. Ces chantiers terrestres et navals vont coûter au royaume une somme effarante. La plupart des édifices qu'il a fait construire ont aujourd'hui disparu. Mais nos enquêteurs vont tenter de les reconstituer pièce par pièce. Ils vont découvrir les vestiges de la folie constructrice d'un roi et recréer la splendeur de l'héritage laissé par Henri VIII. Nous sommes au XVIe siècle. L'Angleterre a un nouveau roi. Son règne va durer 38 ans et va marquer de façon sanglante une page de l'histoire anglaise. Amanda Beam est historienne. Elle cherche des indices témoignant de la révolution initiée par Henri VIII. Jonathan Foyle est historien de l'architecture. Avec lui, nous examinerons les constructions érigées par ce roi pour voir ce qu'elles révèlent de sa personnalité. Son premier sujet d'étude est resté en excellent état. Le château de Hampton Court a été construit en 1515. Il incarne le style architectural de la maison Tudor, dont Henri VIII est le second représentant. Kent Rawlinson est le conservateur de ce magnifique édifice. Enchanté. Moi de même. Quel endroit impressionnant. Comme vous dites. C'est un palais gigantesque. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur les Tudors? Hampton Court est comme l'incarnation physique de l'époque d'Henri VIII. Comme vous le voyez, les murs sont faits de petites briques rouges, avec des croisillons en briques brûlées de couleur noire. J'imagine qu'il a fallu produire une énorme quantité de briques en très peu de temps. Qui s'en est chargé? Vous savez où elles ont été fabriquées et combien de temps ça a pris? La construction en a effectivement nécessité des millions. Et le plus étonnant, c'est qu'on suppose qu'elles ont pour la plupart été produites ici même, dans des fours installés dans le parc du château. Hampton Court a été construit avec des ressources locales. Les maçons de l'époque étaient de véritables artistes. Ils savaient créer de somptueux motifs, comme en témoignent ces superbes cheminées. Pourquoi y a-t-il autant de conduits de cheminée? On pourrait croire que c'est pour améliorer le tirant, mais il n'y en a qu'une par foyer. C'était une façon de montrer à tout le monde qu'il y avait plusieurs pièces chauffées dans le château. Au XVIe siècle, les demeures bénéficiant de plusieurs cheminées étaient rares. Même les châteaux les plus cossus se contentaient en général d'un seul foyer situé dans une grande pièce commune. Mais Henri VIII tenait à entrer dans une ère nouvelle de luxe et de confort. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce qu'il reste de la partie occupée par Henri VIII à l'époque? D'accord. Le roi vouait une passion démesurée au divertissement et au plaisir. Les cuisines de Hampton Court étaient gigantesques et fonctionnaient jour et nuit. Les commis y préparaient des centaines de milliers de plats par an, servis dans le grand hall. Et voilà. Quel endroit gigantesque. C'est le grand hall. Impressionnant. C'est démesuré. J'imagine que c'est volontaire. C'est fait pour vous donner l'impression d'être petit en présence d'Henri VIII. C'est en quelque sorte sa représentation architecturale. En entrant, les convives devaient avoir le souffle coupé. C'était l'objectif. Les voûtes vertigineuses de cette pièce témoignent de la folie des grandeurs d'Henri VIII. Hélas, une grande partie de Hampton Court a été transformée au fil des siècles. Pour mesurer l'étendue du château, il faut monter les 112 marches conduisant à son point culminant.
C'est sans doute l'une des plus belles terrasses au monde. C'est vrai. Et c'est aussi le seul endroit qui permet de se rendre compte des dimensions du château. On est entré par cette porte, c'est ça? Absolument, bien vu. On est passé dans cette cour, entré dans le grand hall. Oui, cet immense bâtiment, c'est bien le grand hall. Et ça là-bas, c'est quoi? C'est le palais baroque. Il a été construit aux alentours de 1700. La cour date du règne d'Henri VIII, mais à l'époque, il n'y avait pas ces bâtiments autour. Au cours des 5 siècles qui ont suivi la mort du souverain, une grande partie de Hampton Court a été détruite et remplacée par des constructions plus récentes. Mais les vestiges du règne d'Henri VIII témoignent parfaitement de son style architectural si particulier. Nous pouvons maintenant rendre à ce château sa gloire passée et vous le montrer tel qu'il était à l'époque de sa construction. Voici le château de Hampton Court sous Henri VIII. Il aura fallu 12 années de travaux et l'équivalent de 30 millions d'euros pour bâtir cet édifice de 23 000 mètres carrés. Le souverain n'a reculé devant rien pour ériger un authentique palais des plaisirs. En faisant construire un tel édifice, Henri VIII a manifestement dépassé son objectif. Même s'il ne reste plus grand-chose de ses appartements, on continue à être saisi par la démesure de ce château. Les briques rouges, les multiples conduits de cheminée dominant le paysage et le grand hall sont autant d'indices précieux qui permettront à Jonathan Foyle de poursuivre ses recherches. Grâce à eux, il pourra faire le lien avec d'autres lieux datant du règne d'Henri VIII. Le souverain a consacré l'équivalent de millions d'euros à la construction de palais, mais ce n'est rien comparé à la fortune qu'il a dépensée sur le plan militaire. Au début du XVIe siècle, l'Angleterre est sous la menace constante d'une invasion des Français. La construction d'une ligne défensive de 30 forteresses est entreprise. Son rôle, protéger les côtes anglaises. Amanda Beam se rend à Camber, sur la côte de la Manche. Elle y découvre les ruines d'une forteresse encore impressionnante. Ce qui nous frappe d'entrée, c'est la conception de ce fort. Les architectes d'Henri VIII, installés à Hampton Court, ont imaginé une muraille capable de résister à la plus dévastatrice puissance de feu. Le château de Camber est l'un des plus grands postes d'artillerie de l'époque. Il a été construit pour garder l'entrée du port de Rye. Barry Yates est guide et gardien des lieux. Cette forteresse n'a aucun secret pour lui. D'ici, on devait surveiller la mer, mais on la voit à peine. Aujourd'hui, elle est à plus de 1500 mètres. Mais à l'époque d'Henri VIII, le rivage n'était qu'à 100 mètres. La mer s'est retirée peu à peu au fil des ans. Et au bout d'un certain temps, ce fort est devenu totalement obsolète. Aujourd'hui, la Manche a reculé au point de n'être presque plus visible depuis le château. Mais à l'époque d'Henri VIII, il dominait les eaux. Sa conception est semblable à celle de la plupart des forts du XVIe siècle, construits autour d'une tour centrale. C'est très bas, attention à la tête. La circulation à l'intérieur de l'édifice se faisait par un réseau de galeries souterraines. On y découvre des inscriptions vieilles de 5 siècles. Sur ce mur, on peut voir un dessin gravé dans le plâtre. On suppose qu'il représente Henri VIII. Vous voyez ? C'est Henri VIII? C'est vrai que ce n'est pas évident au premier abord. Mais la coiffure et la forme du nez et de la bouche rappellent bien ses caractéristiques physiques. On sait qui l'a fait? Non, je pense que personne ne le sait vraiment. On passe dans la tour centrale. Voici la partie la plus ancienne de la forteresse. D'une hauteur initiale de 10 mètres, la tour a été rehaussée de 10 mètres supplémentaires vers 1530. On trouve à l'extérieur l'emblème de la dynastie des Tudors, la rose à 5 pétales. Ces galeries étroites mènent à un espace très ouvert.
On voit des baies à canon en plein cintre. La plupart ont été murées au fil des aménagements. Tout en haut, on aperçoit des niches rectangulaires qui servaient de support aux poutres soutenant un plancher. Et juste à nos pieds, ces blocs carrés servaient sans doute de point d'appui pour des colonnes soutenant les étages et peut-être même le toit. Le sommet de la tour offrait un point de vue stratégique sur la Manche. L'édifice est constitué de 5 bastions circulaires munis de nombreux postes de tir. Ces derniers couvrent chaque angle de visée. De l'extérieur, on voit parfaitement la forme de la structure. Pourquoi avoir choisi une architecture circulaire? Cela offrait à chaque bastion un angle de tir et de vision optimale. De cette façon, personne ne pouvait approcher sans être vu. La forme en feuille de trèfle, caractéristique des forts henriciens, rend le château presque indestructible. Les murailles arrondies offrent une plus grande résistance aux impacts de boulets de canon. Si vous regardez les baies à canon, vous verrez l'épaisseur des murs. Nous sommes au cœur d'une structure défensive massive. Au-dessus de chaque baie, vous avez des évents conçus pour évacuer la fumée provoquée par la poudre. Avec un premier niveau de 18 baies, surmonté d'un crénelage offrant 22 postes de tir supplémentaires, la puissance de feu du château est phénoménale. Quiconque s'en approche le fait à ses risques et périls. Mais Henri VIII ne s'arrête pas là. En 1533, la tension entre l'Angleterre et la France atteint son paroxysme. Pour des raisons politiques, le roi d'Angleterre refuse désormais de reconnaître l'autorité du pape. Il s'attire ainsi les foudres de ses voisins restés fidèles au catholicisme. Henri VIII fut un grand bâtisseur, mais il fut également un terrible destructeur. Amanda Byng se rend dans le nord de l'Angleterre, sur les ruines de l'abbaye de Rievaulx. Elle y retrouve Jonathan Clarke, un spécialiste des monastères médiévaux. Le souverain n'avait qu'un grand rival qui l'empêchait d'exercer un pouvoir absolu, l'Église catholique, qui prospérait sur le territoire britannique grâce à la générosité des grands seigneurs. Pourquoi un tel investissement dans le sacré? Pour 2 raisons, à mon avis. La plus évidente est que c'était une façon facile et rapide de démontrer sa puissance. Quant à l'autre raison, il faut se placer dans le contexte de l'époque médiévale. Cela revenait à s'offrir l'accès au paradis. Les seigneurs de Helmsay ont investi dans cette abbaye pour s'assurer une place auprès de Dieu. Vu sa taille, ils ont dû être exaucés. On peut le supposer, oui. L'Église, au XVIe siècle, vivait des dons et des taxes. Elle détenait une grande partie du territoire anglais. De gigantesques structures s'érigeaient dans les campagnes les plus reculées. L'abbaye de Rievaulx rivalisait avec les plus grands palais. Sa construction influencera d'ailleurs les architectes d'Henri VIII venus la contempler. Amanda se rend dans la nef de l'église afin de découvrir des techniques perfectionnées par des générations de bâtisseurs. Ce qui frappe quand on pénètre dans cet endroit, c'est le gigantisme de ce bâtiment. Oui, et ça n'en est qu'une partie. Nous sommes dans l'extrémité ouest de l'abbaye, là où l'on trouve aujourd'hui les vestiges de la nef et du presbytère. Les maçons ont construit cet édifice au rythme approximatif de 2 mètres de hauteur par an. Ils devaient s'arrêter en hiver, abriter le chantier en installant un toit en paille et reprendre le travail au printemps. À cette cadence, il ne faut pas moins de 7 ans avant de pouvoir commencer la construction du toit. Ce dernier repose entièrement sur des voûtes construites grâce à des cadres de bois reposant sur d'immenses échafaudages. Une fois la voûte achevée, le cadre était retiré. Le résultat que l'on peut encore admirer de nos jours est caractéristique de l'architecture gothique.
C'est incroyable. Sur cette partie de mur effondré, on voit parfaitement comment il a été construit. C'est vrai. Ça nous permet de percer l'un des secrets des bâtisseurs de ce lieu. On voit très bien un mur intérieur formé de pierres parfaitement taillées et en parallèle, un mur extérieur lui aussi très bien assemblé. La cavité centrale est remplie de gravaliers avec du mortier. Et si l'on regarde au-dessus, on voit à nouveau de la pierre taillée. C'est l'ouverture d'un vitrail. A priori, elle devait être semblable à celle que l'on voit ici. Il devait y avoir toute une série de vitraux sur cette façade. En se basant sur les ruines de Rivaux, il est possible de reproduire l'abbaye telle qu'elle se dressait dans toute sa splendeur. Les travaux auront duré 22 ans en tout. Il a fallu des centaines d'ouvriers pour tailler des milliers de tonnes de pierre. Cet édifice tout entier est un témoignage de foi et d'appartenance à l'Église catholique. Tout dans cette abbaye indique qu'elle a été construite à la fois pour se rapprocher de Dieu et pour susciter l'admiration des fidèles. Henri VIII va reprendre ces mêmes proportions gigantesques pour bâtir ses propres palais. Mais en 1538, le souverain décide de dissoudre l'abbaye, déjà profondément affaiblie par les dettes. Dès 1531, pour une simple affaire de divorce, il fait un premier pas vers la séparation entre l'Église d'Angleterre et celle de Rome. Il se proclame défenseur de la foi et ordonne la liquidation de tous les biens liés à l'Église catholique romaine. Le roi envoie ses hommes évaluer les richesses des monastères et va entamer une vaste campagne de pillage. Une fois dépouillés de tout ce qui avait de la valeur, tels que les vitraux ou les toitures en cuivre, les monastères étaient laissés à l'abandon. Beaucoup d'édifices somptueux seront mis à sac et ne survivront pas à cette furie. Mais grâce au travail de l'université de Sheffield, le monastère de Rivaux a été entièrement modélisé en 3D. Nous pouvons désormais lui rendre sa grandeur passée. Le pillage et l'abandon de ces merveilles architecturales, entraînés par le schisme de l'Église anglicane, laisseront autant de plaies béantes dans l'histoire de la Grande-Bretagne. L'abbaye de Rivaux, qui a pendant des siècles développé l'économie de toute une région, reçoit des mains d'Henri VIII le coup de grâce. Le roi ne se soucie pas des vies qu'il laisse dans la misère ou du patrimoine qu'il anéantit. Il ne vise que le profit. Cette campagne de destruction va financer son premier objectif, l'assouvissement de sa soif de pouvoir. Jonathan part à la recherche de ce qui va caractériser cette quête, des armes redoutables, dont une en particulier qui va peut-être révolutionner la marine de guerre. Nous l'accompagnons au sud de l'Angleterre, à Portsmouth, sur la piste du chef-d'œuvre d'Henri VIII, l'outil qui lui a permis d'anéantir tant d'ennemis. Henri VIII n'avait que 18 ans quand il accède au trône en 1509. L'une de ses premières décisions a été la rénovation de sa flotte. Il va ainsi poser les jalons de la marine de guerre moderne. Le souverain a pour ambition première de conquérir la France. Il se prépare très tôt à la guerre. Comme il l'a fait à travers son architecture, il va prendre en compte les toutes dernières avancées en matière de chantier naval pour produire une flotte redoutable. Son navire étendard, la Mary Rose, est resté près de 500 ans au fond de la Manche. Son épave a été renflouée en 1982 et repose désormais à Portsmouth. Et justement, je vais la voir. La Mary Rose a sombré brutalement le 19 juillet 1545. Le navire gisait au fond de la Manche, sur le flanc. 5 siècles plus tard, l'épave est découverte. Toute une partie de sa coque, restée ensevelie sous les sédiments, est en excellent état.
Les vestiges de ce vaisseau, ainsi que les objets découverts à bord, offrent un regard unique sur le règne d'Henri VIII. Jonathan a rendez-vous avec Chris Dobbs, l'homme qui a orchestré le sauvetage de cette gigantesque pièce de musée. En quoi la Mary Rose était unique à l'époque? Essentiellement parce qu'elle a été construite uniquement dans le but de devenir un navire de guerre. En ce temps-là, la plupart des vaisseaux étaient en fait des bateaux marchands convertis. La Mary Rose a été la toute première à être conçue exclusivement pour le combat. Sa conception mêle à la fois la vitesse et la puissance de feu. Comparée aux autres navires de la flotte, la Mary Rose est colossale. Sa coque mesure 45 mètres de long, 11 mètres de large et 14 mètres de haut. En ordre de bataille, c'est-à-dire avec armes, vivres et personnel, son poids dépasse les 700 tonnes. Son efficacité réside dans sa conception avant-gardiste. Le plus stupéfiant quand on examine la structure de la coque, c'est qu'elle se base sur des règles de construction qu'on n'observera qu'à partir de 1580. La Mary Rose était donc en avance de 70 ans sur son temps. Cette découverte a permis de réécrire une page de l'histoire navale et indique qu'Henri VIII a su exploiter les dernières trouvailles des plus éminents spécialistes pour rendre sa marine de guerre encore plus puissante. La Mary Rose avait un autre atout, une puissance de feu phénoménale. Des sabords munis de mantelets étanches ont été aménagés le long du port principal afin de permettre le tir au ras des flots. Cette innovation permettait d'embarquer de plus gros canons en maintenant un centre de gravité assez bas. Les coups portés à l'ennemi sont dévastateurs. Le Mary Rose Museum présente des canons de bronze parfaitement conservés. Nous allons découvrir ce qui les rendait si redoutables. Quel projectile était tiré? Une très vaste palette de munitions. C'était l'atout principal du Mary Rose. Elle pouvait tirer des boulets de pierre, des boulets explosifs fonctionnant un peu comme des grenades, des boulets d'acier, de plomb. Elle disposait d'un arsenal d'une extraordinaire variété. Impressionnant. Même si ces armes se sont tuées à jamais, elles n'en restent pas moins intimidantes. Elles en disent long sur l'attention que portait Henri VIII à la modernisation de son armée. Effectivement. Je trouve qu'elles sont plus éloquentes que la plupart des documents historiques que je connais. Elles montrent quelles étaient les priorités d'Henri VIII et ses centres d'intérêt. En l'occurrence, les navires de guerre et les armes. Au combat, la Mary Rose est invincible. Mais la vie pour les canonniers, elle, n'était pas rose. Une réplique du pont principal va permettre à Chris de nous montrer ce qu'il subissait. C'est ici que se déroulait l'action. Il y avait 4 canons par compartiment. Un en bronze comme celui-ci, 2 en acier et un autre en bronze. Au plus fort de la bataille, ça devait être un véritable enfer. L'air devait être irrespirable, malgré la présence d'écoutilles au-dessus pour évacuer la fumée et laisser la lumière entrer afin de ne pas opérer dans l'obscurité. La Mary Rose est alors la machine de guerre la plus perfectionnée que le monde ait jamais vue. Mais après 35 années de service, elle connaît une fin aussi rapide que tragique. En pleine bataille contre la flotte française, elle essuie une forte rafale de vent. Prenant subitement du gîte, ses sabords se retrouvent immergés. En quelques secondes, elle chavire sous les yeux médusés d'Henri VIII en personne. Parmi les 500 membres d'équipage, seuls 30 survivront. Les sabords placés au ras de l'eau qui la rendaient si redoutable au combat ont provoqué sa perte. Les vestiges de ce vaisseau sont autant de témoins fantomatiques du règne d'Henri VIII. Voilà notre Saint Graal, notre réserve.
Nous avons ici des poulies en parfait état. On pourrait croire qu'elles viennent d'être fabriquées ou qu'on les aurait trouvées sur le pont d'un navire moderne. Mais elles sont bel et bien restées immergées pendant 437 ans. Elles sont magnifiques. Cette épave, c'est un peu le Pompéi des mers. Mais le plus intéressant, c'est que nous avons également des objets directement liés à Henri VIII. Peu de gens pouvaient s'offrir leur propre vaisselle. Ici, nous avons des pièces sur lesquelles apparaît l'initiale du roi. Elles sont en excellent état. Elles sont probablement moins raffinées que celles qu'il utilisait sur la terre ferme, mais toutes ces pièces lui appartenaient. Depuis le 19 juillet 1545, le jour de son naufrage, la Mary Rose et tout ce qui s'y trouvait semble comme figé à jamais dans le temps. Jamais nous n'avons été aussi près d'Henri VIII. On retrouve ses initiales sur la vaisselle, les boulets et même les canons. Quand on voit quel attachement le roi semblait vouer à son navire, on imagine sans peine ce qu'il a dû ressentir en le voyant sombrer à quelques encablures des côtes anglaises. Avec la découverte de la Mary Rose, il devient évident qu'Henri VIII était un homme de grande ambition, en quête de gloire. Il n'hésitait pas à investir sans compter pour offrir à ses troupes les moyens de conserver l'avantage. Au cours du règne d'Henri VIII, le navire ne sera pas remplacé. Mais sa conception va ouvrir la voie à plusieurs siècles d'architecture navale. Nous commençons à en savoir un peu plus sur le personnage d'Henri VIII. Toutes ces grandes réalisations tendent à montrer qu'il menait l'Angleterre d'une poigne de fer. Ce bâtisseur aussi créatif que déterminé semblait ne reculer devant aucun obstacle. Amanda Beam va maintenant explorer le lieu qui incarne le mieux sa brutalité légendaire. Un endroit maculé du sang des nombreux prisonniers politiques qu'il y a fait incarcérer. C'est ici que se terminait la route de ceux qui osaient se dresser sur son chemin. Je me rends dans un château qui n'a pas été construit sous Henri VIII, mais qui restera à jamais associé au côté obscur de son règne. Après avoir rompu avec le catholicisme romain, le souverain se déclare chef suprême de l'Église d'Angleterre et se proclame défenseur de la foi. Dès lors, quiconque s'oppose à lui se rend coupable de sacrilège et de trahison. Il voulait punir sévèrement les traîtres pour l'exemple. Et la peine encourue était bien sûr la mort. Le roi fait appliquer sa loi sans aucune pitié. Il va faire exécuter environ 78 000 personnes, ce qui représente en moyenne 5 exécutions par jour sur toute la durée de son règne. Un lieu est resté associé à cette période sombre de terreur, la Tour de Londres. Les prisonniers y accédaient par bateau via la porte des traîtres. Difficile d'imaginer ce que devaient ressentir ceux qui empruntaient cette entrée donnant sur la Tamise pour pénétrer dans la forteresse. Aujourd'hui, la porte des traîtres est murée afin d'éviter les inondations. Mais voici ce que voyaient les prisonniers du roi lorsqu'ils étaient conduits dans l'enceinte de la Tour de Londres. Leur barque franchissait le Porche et naviguait dans des eaux croupies et nauséabondes. Jane Spooner, la conservatrice de ce monument, va nous servir de guide. Que c'est impressionnant de se retrouver au milieu d'une structure aussi massive. Qu'est-ce que les prisonniers découvraient en pénétrant ici? Après avoir franchi le tunnel du quai, qui est maintenant muré, ils passaient cette porte imposante. Puis ils descendaient de leur embarcation et gravissaient ces marches devant nous. À cet instant précis, les prisonniers savaient qu'ils entraient à la Tour de Londres et qu'ils n'avaient que très peu de chances d'en ressortir vivants. La forteresse n'a pourtant pas toujours été un lieu d'incarcération et de torture. Elle a été construite en 1078 comme palais royal.
Au début de son règne, Henri VIII y a fait aménager des douves et construire un certain nombre de bâtiments annexes. La fameuse et imposante tour blanche, tenant son nom de la couleur de ses lésènes, s'élève à 30 mètres de haut. Les murs, à sa base, font 4,50 m d'épaisseur. La tradition voulait que les reines et les rois séjournent à la tour les jours précédant leur couronnement. Henri VIII lui-même s'est plié à cette coutume avec sa première épouse, Catherine d'Aragon, et la seconde, Anne Boleyn. Ce n'est donc pas Henri VIII qui a fait construire cet édifice. Il existait déjà avant son règne. Mais quels travaux a-t-il ordonnés? Quel bâtiment est-ce qu'il a fait ajouter? Il a entamé une vaste campagne de réaménagement en 1532, un an avant le couronnement d'Anne Boleyn, qui a eu lieu en 1533. Il s'agissait d'un immense chantier. Les appartements royaux s'étendaient de cette tour aux vestiges de la tour de la garde-robe, à l'opposé. Hélas, il n'en reste aujourd'hui plus rien. Ce chantier à grande échelle démontre une fois encore la démesure architecturale d'Henri VIII et sa volonté de faire construire aussi rapidement qu'efficacement. Les bâtisseurs travaillaient à des cadences infernales, certainement motivés par le sort qui les attendait en cas d'échec. Le grand hall, semblable à celui de Hampton Court, était richement décoré de tapisseries et d'ornements somptueux. L'ultime détail caractérisant la rénovation de 1532 est l'ajout de ces pinacles en bulbe au sommet des 4 tourelles de la tour blanche. Ces éléments symbolisaient très clairement la couronne. Et Henri VIII tenait absolument à les voir lors de la cérémonie du couronnement d'Anne Boleyn. La reine ignorait alors qu'elle retournerait à la Tour de Londres 3 ans plus tard, mais en tant que prisonnière cette fois-ci. La chance avait tourné. Accusée à la fois d'inceste et de trahison, Anne Boleyn est condamnée à mort et exécutée. Elle a été décapitée sur la pelouse, au pied de la tour, à un endroit aujourd'hui indiqué par un mémorial. Après l'exécution de son épouse, Henri VIII fait de la Tour de Londres une prison à part entière. Conçues à l'origine pour empêcher l'ennemi d'entrer, ces épaisses murailles s'avéreront également très efficaces pour prévenir les évasions. Dans les cellules, on peut encore lire les messages gravés par les détenus. Tout comme Anne Boleyn, la plupart d'entre eux étaient innocents. Ils subissaient pourtant de terribles tortures. Les aveux extirpés justifiaient aux yeux du roi leur mort sur le bûcher, l'échafaud ou le billot. Personne ne s'en échappait, et rien n'aurait su les arracher à leur sort. Les exactions commises par Henri VIII derrière ces murs terniront à jamais la réputation de la Tour de Londres. Tous ceux qui s'opposaient d'une façon ou d'une autre à sa volonté y ont vécu un calvaire en attendant leur mort. Jonathan se rend maintenant en plein centre de Londres, dans le quartier où se trouvent la plupart des bâtiments officiels. Nous allons pénétrer avec lui dans un lieu hautement sécurisé afin de retrouver les vestiges de l'un des plus grands palais d'Henri VIII. Glenn Richardson l'attend derrière les imposantes portes blindées du ministère de la Défense. Ravi de vous voir. Bienvenue au ministère de la Défense. Nous allons pouvoir pénétrer en exclusivité au cœur de l'un des sites les plus sensibles d'Angleterre. C'est ici, au 3e sous-sol de ce bâtiment, que se cache un site exceptionnel, une relique de l'époque du palais de Whitehall. Nous y voilà. Incroyable. Si je m'attendais, on se croirait revenu à l'époque des Tudors. Alors j'ai tenu ma promesse? On peut le dire. C'est extraordinaire. On retrouve la signature des Tudors, les voûtes gothiques, les moulures finement taillées et ces magnifiques colonnes octogonales. On ne peut pas imaginer plus typique. Ce sont les vestiges de cette époque les mieux conservés que j'ai jamais vus. Et il ne s'agissait que de la cave à vin?
Oui. Une cave à vin aussi vaste en dit long sur les moyens mis en œuvre pour construire le reste du palais. C'est également un témoignage flagrant de la sensibilité architecturale d'Henri VIII. J'imagine l'effet que ça devait produire sur les invités officiels quand on leur présentait cet endroit. Ils devaient être estomaqués. Il y a de fortes chances, en effet. Où est-ce qu'ils se rendaient ensuite pour déguster le vin? Dans le grand hall. Il suffit d'effacer le bâtiment actuel du ministère de la Défense et de prendre comme repère l'emplacement de la cave à vin pour déterminer où se trouvaient les appartements royaux. Le grand hall était la pièce où le roi recevait ses invités les plus importants. Il pouvait accueillir 200 personnes. Et tout comme celui de Hampton Court, on y servait de véritables festins où le vin issu des meilleurs crus conservés dans la cave coulait à flot. La richesse de la décoration de cette pièce permettait au souverain de démontrer sa puissance et sa richesse aux dignitaires étrangers. Pour Jonathan, expert en architecture, chaque pierre raconte une histoire qui nous en apprend un peu plus sur le règne d'Henri VIII. Les briques et le mortier m'en disent énormément. On peut voir quelle méthode de construction a été utilisée. Ces colonnes octogonales, par exemple, sont typiques de la maison Tudor. Les blocs de pierre sont très finement taillés. Et avec un peu de chance, on peut voir la signature du maçon gravée au ciseau. Un peu comme une marque de fabrique, un gage de qualité. En voilà une, justement. Là, regardez. Ces voûtes donnent l'impression de se trouver sous la canopée d'une forêt. Imaginez un peu tout ce détail porté à bien plus grande échelle. À l'époque, Whitehall ne se résumait pas uniquement à une cave à vin, aussi vaste soit-elle. Dans un couloir, Jonathan découvre une peinture montrant une partie du palais. Une sorte de parc de loisirs témoignant de la passion du roi pour le divertissement. Une fois encore, il s'agit du signe ostentatoire d'une immense fortune et d'un ego démesuré. La partie ouest semble dédiée à la joute. Ces tournois sont nés des entraînements des chevaliers et pouvaient, sous le règne d'Henri VIII, durer des jours. On misait de grosses sommes d'argent sur l'issue de ces affrontements sanglants. Le souverain a également fait construire des jeux de quilles, une arène de combat de coqs et une salle de jeu de paume. Il ne reste pratiquement plus aucune trace aujourd'hui de ce gigantesque complexe, si ce n'est dans l'enceinte du Cabinet Office, département exécutif du gouvernement britannique qui garde jalousement ce trésor. C'est de l'époque Tudor. De petites briques rouges. On dirait bien un contrefort d'angle. Voici la pièce 119. Oh, c'est incroyable. C'est un mur de la salle de jeu de paume. Mais j'en crois pas mes yeux. Jonathan a sous les yeux les uniques vestiges de briques rouges sang permettant de localiser avec précision l'emplacement de l'un des bâtiments du complexe de Whitehall. L'ensemble couvrait une surface représentant 50 terrains de football. Sur le site de l'arène de combat de coqs, une maquette représente fidèlement le palais et ses dépendances. Voici un modèle réduit du palais de Whitehall en 1670, soit un peu plus d'un siècle après Henri VIII. On voit ici les appartements du roi. La cave à vin que nous avons visitée se trouve à cet endroit-là. Ah, je vois. Elle a été déplacée au moment de la construction du ministère de la Défense. C'est ça. La salle de jeu de paume se trouve de l'autre côté. C'est cette fenêtre-là que nous avons vue? Absolument. Et ce contrefort, n'est-ce pas? Et ici, c'est l'arène de combat de coqs. Donc, nous sommes à cet endroit précis. Comme vous pouvez le constater, il s'agissait d'une véritable ville. Alors que le soleil se couche, Jonathan a décidé de prendre un peu de hauteur pour essayer de visualiser au mieux l'étendue de Whitehall. Cette grande roue offre une vue imprenable sur Londres, qui va nous être très utile pour mieux appréhender les dimensions du palais.
La cave à vin que Glenn nous a montrée se situe sous le toit brillant du ministère de la Défense, ici, à environ 6 mètres sous le niveau du sol. Maintenant, imaginez qu'elle se trouvait à l'époque au centre d'un domaine de près de 10 hectares, s'étendant de l'abbaye de Westminster à travers St. James Park, où se tenait un terrain de 200 mètres de long réservé au tournoi de joute. Le grand hall se dressait près de la Tamise, avec les appartements du roi. Imaginez un peu la vue qu'on devait avoir depuis un bateau, en naviguant au pied des murailles. On continue vers la droite, on trouve les logements des serviteurs et les étables, pour arriver à ce qui est maintenant la gare de Charing Cross, qui marque la limite nord de Whitehall. Et maintenant, si vous revenez vers St. James Park, tout au bout de cette petite tache noire, vous apercevez un bâtiment blanc. Il s'agit de Buckingham Palace, le palais royal actuel. Comparé à Whitehall et à ses 900 mètres de long, il y a une certaine différence d'échelle. De 1530 à 1698, sur les rives de la Tamise, se dressait le plus majestueux des palais royaux construits sous Henri VIII. Comptant au fil de son existence jusqu'à plus de 1500 pièces, il était le plus vaste de toute l'Europe et accueillait toute la cour du roi, des hauts dignitaires aux serviteurs. Whitehall s'étendait sur un peu moins d'1 kilomètre de long et couvrait une surface de 278 000 mètres carrés. Il a témoigné pendant plus d'1 siècle et demi de la grandeur de la royauté britannique. Henri VIII fut sans aucun doute l'un des souverains les plus importants de l'histoire anglaise. Mais son règne aura laissé de profondes cicatrices. En tournant le dos au catholicisme de Rome, il a entraîné des guerres et des tensions à travers l'Europe entière. Il aura laissé un héritage précieux à l'Angleterre. Mais on ne peut ignorer que chaque brique ayant servi à l'édification de ses palais était teintée du sang de ses ennemis.